L'actualité dans le monde aujourd'hui, ce mardi 28 mai, suivez VOA Afrique. Bonsoir et merci de nous rejoindre en direct de Washington. Voici les titres de cette édition. Les Sud-Africains seront aux urnes demain pour des élections législatives. Ils doivent désigner 400 députés. Une cinquantaine de partis sont en lice. L'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid craint un recul historique. La défense civile à Gaza annonce la mort de 21 personnes dans une nouvelle frappe israélienne sur un camp de déplacés à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Des chars israéliens sont entrés dans le centre-ville aujourd'hui. Des nouvelles de la Basketball Africa League, les oppositions des demi-finales sont connues. Nous ferons le point dans la seconde partie de cette édition. Les Sud-Africains s'apprêtent à se rendre aux urnes ce mercredi 29 mai. Le Congrès national africain est au pouvoir depuis 1994, lorsque Nelson Mandela a été élu président après la fin de l'apartheid. Le parti connu pour sa lutte contre l'apartheid fait face au mécontentement de certains citoyens qui estiment que l'ANC n'a pas tenu ses promesses. Mariam Adjalo nous propose ce reportage avec le récit de Jacques Aristide. Dans les rues de Johannesburg, des affiches de candidats sont placardées un peu partout. L'électeur Thabo Molobi veut la continuité et votera pour l'ANC, dit-il à la VOA. Un autre, Karami Zidine, confie qu'il en a assez et qu'il votera pour l'Alliance démocratique ou DIE. 30 ans de démocratie, c'est probablement 30 ans de politique. Il faudra encore 30 ans pour mettre en œuvre ces politiques et les voir porter leurs fruits. L'Alliance démocratique, parce qu'elle est axée sur le changement. Assez, c'est assez. Nous en avons assez des promesses creuses. Dans une vidéo de campagne, le chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, affirme avoir réalisé des progrès pour répondre aux besoins des Sud-Africains. Nous travaillons pour l'Afrique du Sud en investissant dans notre population afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Daryl Glazer, professeur agrégé à l'université de Witwatersrand, affirme qu'il s'agira des élections les plus serrées depuis le début de l'ère de la démocratie inclusive en Afrique du Sud en 1994. Tous les sondages d'opinion suggèrent qu'il y a de très fortes chances que l'ANC tombe en dessous de 50% des voix et qu'il soit contraint de former une sorte de coalition. Glazer et d'autres analystes indiquent à la VOA que les allégations de corruption, de scandale et de désunion au sein de l'ANC ont aidé l'opposition à gagner du terrain, notamment le Parti des combattants de la liberté économique, ou EFF, dirigé par Julius Malema, un ancien leader de l'aile jeune de l'ANC, et le nouveau mouvement Umkhonto we Sizwe, pour lequel l'ancien président Jacob Zuma a fait campagne. Le parti de Jacob Zuma a été une surprise. Il a été créé assez tard, dans la période précédant les élections, et a tout chamboulé. L'EFF séduit certainement un certain public et sa popularité augmente. D'une certaine manière, MK est autant une menace pour l'EFF que l'ANC, sinon plus, car il attire une partie des mécontents. Près de la moitié des 62 millions d'habitants du pays se sont inscrits sur les listes électorales, déclare Thabo Masemola de la Commission électorale indépendante. La liste électorale certifiée s'élève actuellement à 27,7 millions d'électeurs et nous utilisons la liste électorale comme base pour préparer et planifier les élections. Ainsi, tous les documents pertinents sont en place. Il ajoute que la Commission électorale a accrédité 160 organisations, tant nationales qu'internationales, pour observer les élections et garantir leur transparence. Le Tchad a un nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre Alamaye Alima a dévoilé lundi une liste de 35 ministres et 7 secrétaires d'État. Une liste constituée essentiellement de proches du président Déby reconduits à leur poste. La présidence avait annoncé vendredi la nomination au poste de Premier ministre d'Alamaye Alima, un ancien ambassadeur du Tchad en Chine qui a dirigé pendant 13 ans le protocole de la présidence de la République sous Déby père et fils. Alima succède à ce poste à Succès Masra qui avait présenté sa démission un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai. Les ministres du gouvernement intérieur issus des transformateurs, le parti de Masra, ont tous été évincés.
Au Cameroun, des hommes armés ont tué 2 personnes et en ont blessé 11 autres dans l'une des régions anglophones du pays, selon les autorités locales. L'attaque a eu lieu dans un bar samedi en fin de journée à Bamenda, la principale ville du nord-ouest anglophone du pays. Selon un communiqué des autorités locales publié lundi, des terroristes armés sur des motos ont lancé 2 grenades explosives sur les gens avant de disparaître. Un arrêté local a interdit l'usage des motos de 18h30 à 6h30, heure locale, dans le centre de Bamenda jusqu'à nouvel ordre. Human Rights Watch dit s'inquiéter d'exécutions sommaires après la tentative de putsch en RDC. Le communiqué de l'ONG de défense des droits humains évoque notamment 2 vidéos enregistrées par des soldats congolais et largement partagées sur les réseaux sociaux. L'une d'elles, filmée sur la rive du fleuve Congo, montre des soldats tirant sur 2 putschistes présumés, désarmés, dont un qui avait sauté dans l'eau pour tenter de s'enfuir. Pour une réaction, Eddy Sango a joint par téléphone à Kinshasa, le coordinateur de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou, qui dit suivre la situation de près. Sur le fait, il y a eu une réaction que d'aucuns pourraient parler de disproportionnée, mais avec des gens qui étaient armés et intentionnellement préparés à commettre des actes répréhensibles par la loi, par la Constitution, comme je venais de le dire. Alors, je disais que nous déplorons cela, mais en même temps, nous restons saisis et vigilants sur le respect des procès, certainement, qui vont s'ouvrir. Et voilà tout ce que je peux vous dire au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous suivons de très, très près cette situation que nous avons déplorée, puisqu'on venait de terminer avec le processus des élections et les élections qui se sont terminées il y a à peine quelques mois et que l'on vive ce que l'on a vécu en termes de tentative de coup d'État dans une institution publique, le bureau du chef de l'État. Il y a de quoi déplorer cette situation, cette tentative de prise de pouvoir par la force. Alors, il fallait peut-être les arrêter et ils étaient non armés à ce moment-là. Si vous regardez les vidéos qui ont circulé, des gens ont été arrêtés. Ils sont devant des commissions qui travaillent pour enquêter et déférer ces personnes devant les cours et tribunaux. Voilà pourquoi je vous dis encore que la CNDH reste saisie, mais encore une fois, la CNDH a déploré et continue à déplorer le fait qu'on puisse recourir à la force pour prendre le pouvoir. Notre Constitution condamne cela énergiquement. Nous restons en Afrique, au Mali. Boubacar Traoré, proche du Premier ministre civil malien, Choguel Kokala Maïga, a été placé en détention. Il a été interpellé lundi dans son bureau, quelques jours après la publication d'un communiqué s'opposant fermement à un éventuel maintien des colonels au pouvoir. Plusieurs années supplémentaires. Des agents du renseignement sont partis avec lui dans un véhicule pour une destination inconnue. 2 proches ont confirmé son interpellation hier lundi. Au Burundi, le procès en appel de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni s'est ouvert hier dans la capitale Gitega. Poursuivi pour des velléités de coup d'État, il a été condamné en décembre à une peine de prison à perpétuité. Le général Bunyoni a encore une fois nié catégoriquement toute tentative de renverser le pouvoir, a expliqué une source qui a assisté à l'audience. Devenu Premier ministre en juin 2020, le général Alain-Guillaume Bunyoni a été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé des velléités de coup d'État. Il avait ensuite été arrêté en avril 2023.
Haïti attend la force menée par le Kenya dans l'espoir de desserrer l'emprise des gangs. La mission soutenue par l'ONU et dans laquelle les États-Unis sont très impliqués sur le plan logistique doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population et contrôlent en grande partie la capitale Port-au-Prince. Le président kenyan William Ruto, en visite d'État la semaine dernière à Washington, n'a fait aucune annonce de déploiement, mais il a assuré que la force kenyane était capable de briser les gangs. William Ruto a accordé un entretien à notre collègue Ouba Abdi en marge de cette visite. Je vous propose un extrait. Our security officers to Haiti has been endorsed by cabinet. Both houses of parliament have ratified. Premièrement, le déploiement de nos forces de sécurité en Haïti a été approuvé par le Conseil des ministres. Les deux chambres du Parlement l'ont ratifié. Nous avons satisfait à toutes les exigences internationales et en fait, nous nous sommes conformés à l'ordonnance du tribunal. Vous nous avez demandé, en vous référant à la Cour, de faire signer un accord entre le Kenya et un pays spécifique à Haïti pour faciliter ce déploiement. Le Premier ministre haïtien s'est rendu au Kenya et nous avons conjointement signé cet accord, ce qui ouvre désormais la voie et respecte les directives du tribunal. Au-delà de cela, j'ai également demandé au Conseil présidentiel de transition en Haïti de ratifier et de confirmer qu'ils reconnaissent l'accord signé entre le Kenya et l'ancien Premier ministre en ma présence. J'ai obtenu une confirmation écrite que l'administration actuelle reconnaît cet accord et c'est sur cette base que nous déploierons nos troupes, tout en respectant les réglementations et les exigences de l'ONU, ainsi que les efforts de maintien de la paix de l'ONU. Nous sommes donc très clairs, et je suis très clair dans mon esprit, le Kenya a satisfait à toutes les obligations légales, constitutionnelles et internationales pour faciliter le déploiement de ce contingent de police. Et nous le ferons parce que nous sommes aussi des citoyens du monde responsable. Nous pensons que la responsabilité d'Haïti incombe à tous les pays et à tous les peuples qui croient en l'autodétermination, en la démocratie, en l'état de droit et en la paix. Nous avons agi ainsi dans 47 autres pays. Le Kenya s'est déployé dans 47 autres pays pour soutenir la paix et Haïti ne sera pas une exception. Nous serons présents en Haïti de la même manière que nous l'avons fait dans d'autres pays. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont formellement reconnu ce mardi la Palestine en tant qu'État. Pendant ce temps, à Gaza, des chars israéliens sont entrés dans le centre de Rafah, ville visée par des bombardements incessants 3 semaines après les premières opérations terrestres qui ont déclenché un nouvel exode massif. On fait le point avec Dili Diko. Le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il apportera une réponse ferme avec l'Irlande et la Norvège aux attaques de la diplomatie israélienne, furieuse en raison de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État par ces 3 nations européennes. Nosotros vamos a dar una respuesta, lo he dicho anteriormente, coordinada. Nous allons apporter une réponse, comme je l'ai dit précédemment, coordonnée avec la Norvège et l'Irlande, ciblée également par le même type de désinformation exécrable et d'attaques sur les réseaux sociaux, mais aussi calme et ferme, au bon moment lorsque nous le déciderons et non lorsque d'autres décideront. Les autorités espagnoles ont parlé d'un jour historique et souligné que la Slovénie va emboîter le pas avec une reconnaissance dès jeudi. D'après la liste fournie par l'autorité palestinienne et les dernières annonces de gouvernements dans le monde, 145 pays sur les 193 États membres de l'ONU ont fait part de leur reconnaissance de l'État palestinien. Alors que l'offensive israélienne continue et que les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu se multiplient, le gouvernement israélien a réaffirmé qu'il ne céderait pas. Les pressions exercées dans le pays et à l'étranger sur le gouvernement israélien, qui lutte de toutes ses forces pour le retour des otages, ne font que renforcer les positions de Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, qui exige d'Israël des conditions de reddition qui mettent en péril son existence. À Gaza, des colonnes de fumée s'élevaient ce mardi au-dessus de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne. Des témoins ont fait état de chars israéliens déployés dans le centre de Rafah, où des bombardements et combats intenses ont eu lieu ces dernières semaines. Un jour plus tôt, cette zone était classée comme zone sûre,
seulement un jour plus tôt. Le lendemain, elle a été directement visée. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a indiqué qu'environ 1 million de personnes ont dû fuir Rafah en 3 semaines, depuis le lancement par l'armée israélienne début mai d'une opération terrestre dans cette ville où s'entassaient des centaines de milliers de familles palestiniennes déplacées par la guerre. Les stéréotypes traditionnels qui empêchent les femmes d'accéder à certains métiers, c'est l'un des sujets que nous allons aborder dans la seconde partie de cette édition, Le Monde aujourd'hui. Et vous aurez le point des matchs de la Basketball Africa League. Restez avec nous. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité. L'essentiel de l'actualité dans le monde aujourd'hui, vous êtes sur VOA Afrique, place au magazine. Nous allons au Maroc pour parler d'une révolution agricole, la science au service de la lutte contre la sécheresse. Dans la ville marocaine de Marchouch, au sud de Rabat, des scientifiques préparent un avenir où des cultures robustes défieront une sécheresse implacable qui en est à sa 6e année. Ginny Niwa nous raconte. Le Centre international de recherche agricole de la petite localité rurale de Marchouch au Maroc abrite depuis 2013 sur une superficie de 120 hectares des céréales expérimentales résistantes notamment aux aléas climatiques. À Marchouch, nous faisons les croisements, nous faisons la sélection pour avoir des lignées qui répondent aux exigences des agriculteurs, des consommateurs et de tous les utilisateurs. Comment on fait des croisements pour améliorer certaines variétés qui existaient déjà, mais qui sont sensibles par exemple aux maladies ou là aux insectes. Parmi les insectes, nous allons voir la cissidomie et les maladies, il y en a beaucoup. Et puis la tolérance à la sécheresse, la tolérance à la salinité et la tolérance aux hautes températures. Cette année, la production céréalière, compromise par une 6e année consécutive de sécheresse, devrait être divisée par 2 et se situer à 25 millions de quintaux contre 55,1 millions en 2023, poussant le pays vers davantage d'importations. Le troisième domaine est la pénurie d'eau qui ne cesse de s'aggraver dans la région. Il est donc toujours nécessaire de trouver de nouvelles technologies qui utilisent moins d'eau, qui génèrent mieux l'eau, des choses que nous pouvons faire pour aider à augmenter l'efficacité, et nous utilisons l'expression « plus de récolte par goutte d'eau ». Nous sommes donc parvenus à un stade où nous mesurons réellement la goutte d'eau et non plus les millions de litres et de mètres cubes qu'on utilisait par le passé. À Marchouch, la productivité a été de 4 tonnes par hectare avec seulement 200 mm de pluie, la moitié de la récolte dans la région en temps normal, grâce aussi à une gestion agricole optimale. À l'Icarda, nous développons des variétés de blé qui sont tolérantes à la sécheresse, à la chaleur et à haut rendement. Au Maroc, nous procédons depuis 4 ans du croisement jusqu'au test de rendement, de tolérance à la sécheresse et à la chaleur. Et nous distribuons chaque année à tous les pays plus de 300 lignées prometteuses. Au cours des 10 dernières années, plus de 70 variétés de blé ont été diffusées dans le cadre de programmes nationaux, notamment au Maroc, en Égypte, en Éthiopie, au Soudan, au Nigeria et dans tous les pays d'Asie centrale. Le responsable de l'Icarda déplore le peu d'implication du secteur privé qui préfère acheter des graines étrangères non adaptées au climat pour avoir un retour sur investissement rapide.
Au Rwanda, des femmes se sont engagées à faire face aux stéréotypes traditionnels qui les empêchent d'accéder à certains métiers réservés aux hommes. Elles estiment que beaucoup reste à faire pour en finir avec cette mentalité. De Kigali, notre correspondant Jeanne Ramassen Manishimwe nous en dit plus. Les travaux d'extraction minière vont bon train à la mine d'Olfram à Rwinkavu dans l'est du Rwanda. Jeannette Moutessi, une femme d'une trentaine d'années, et ses collègues sont à l'œuvre. Jeannette travaille ici depuis 5 ans déjà et cela fait sa fierté. Je me sens vraiment capable. Les travaux durs ne sont pas réservés aux hommes. Les femmes sont partout, dans la construction, dans les mines. Nous sommes capables de tout. J'ai débuté ce travail étant très jeune. Je me suis développée et je me suis mariée à un enseignant qui réalisait que j'avais beaucoup d'argent. Pour briser les tabous qui conduisaient à sous-estimer la femme, Yusta Yordania, une jeune fille d'une vingtaine d'années, a choisi, elle, la mécanique automobile. Une orientation dont elle est ravie. La vie actuelle est très exigeante, mais embrasser de métiers peu fréquentés comme la mécanique nous offre des opportunités. Toute femme qui s'y lance ne chôme jamais. Si les femmes ont réussi à contourner la tradition qui les limitait à certains métiers, ça ne s'est pas fait sans peine. Le président de l'association des travailleurs miniers au Rwanda explique. Quand j'ai abordé les femmes et les filles, j'ai trouvé que c'était un peu difficile au début parce que la culture ne leur permettait pas, surtout les ports de salopettes, des bottes. C'était vraiment un peu un challenge, mais ils ont appris. On a commencé petit à petit, le nombre n'allait pas trop vite comme ça a été chez les hommes, mais le bon nombre que nous avons, c'était un petit nombre, mais un bon nombre. La Fédération rwandaise du secteur privé se dit satisfaite des efforts consentis pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, mais estime qu'il reste encore des défis culturels à relever. C'est l'état d'esprit qui est encore là, qui respecte la culture rwandaise, la culture africaine, où c'est l'homme qui décide et que la femme, elle vient au second plan. Il faut aussi s'appuyer sur l'éducation de base. Tout commence à la maison, où en fait le jeune garçon, il est encore mis en avant par rapport à la jeune fille. Si nous combinons le tout, l'éducation de base, l'éducation à l'école et les policies, l'appui du gouvernement, nous irons très très loin. Pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, les femmes doivent représenter au moins 30% dans toutes les instances de prise de décision. Elles sont déjà majoritaires au Parlement où elles constituent 61% des législateurs. Jean Damascene Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali. Un mot de sport dans ce journal. Les oppositions des demi-finales de la Basketball Africa League sont connues à l'issue des derniers matchs des quarts de finale disputés hier à la BK Arena de Kigali au Rwanda. L'AS Douane du Sénégal s'est inclinée sur le fil 66-65 devant les Angolais de Petro de Luanda. Mais bien avant, les Tunisiens de l'US Monastir ont plié les chines 88-92 face aux Nigériens de Rivers Hoopers. Yacouba Ouedraogo pour les temps forts de ces derniers quarts de finale. L'AS Douane du Sénégal et Petro de Luanda à la recherche d'une place en demi-finale. Les deux équipes n'ont pas leur forme habituelle. D'entrée, ce sont les Angolais qui prennent les choses en main. Jason Domingos, Bouyamba se signale. Les Sénégalais sont menés au score et dans le jeu. Abdoulaye Harouna envoie Samba Fall au dunk pour immobiliser les Gabelous. Au troisième quart-temps, les Angolais retombent dans leur travers et multiplient les pertes de balles. Mike Fofana assure et cherche des solutions pour les siens. La fin du match est insoutenable. L'AS Douane croit tenir sa demi-finale à quelques secondes du buzzer final lorsque Nicolas Faust ramène les deux équipes à égalité. Avant de bénéficier de cette perte de balle de Harouna,
pour crucifier les Sénégalais. Cette tentative de Jean-Jacques Boissy, pourtant énorme avec 28 points au total, est vaine. L'AS Douanes s'incline 65-66 et peut nourrir des regrets. En demi, les Angolais de Petro de Luanda feront face aux Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Un dunk de Sadio Doucouré en fin de premier quart-temps dans un match serré entre l'US Monastir de la Tunisie et les Rivers Hoopers du Nigeria. Will Perry de Rivers est à son aise et se lance dans un exercice difficile qui l'affectionne. Marcus Crawford et Marnaoui tente de maintenir le navire tunisien à flot. En face, il y a du répondant avec Divine Eke et Kelvin Amayo, tantôt passeur, tantôt marqueur. Ça tire dans tous les sens. Perry, 33 points au total. Et Crawford de Monastir, 31 points, assure le show final. Mais le dernier mot revient aux Nigérians de Rivers Hoopers qui s'imposent 92-88 et vont affronter les Libyens d'Al-Ahly en demi-finale ce mercredi. Voilà pour la Basketball Africa League. Et avant de clore ce journal, les Émirats Arabes Unis établissent le record mondial Guinness du plus grand déploiement d'ampoules à énergie solaire. C'était à Dubai Festival City. Plus de 3000 lanternes fabriquées par des étudiants ont récemment établi ce record mondial Guinness du plus grand déploiement d'ampoules solaires à Dubaï. En s'illuminant, vous pouvez le voir, toute la nuit et en prenant la forme de l'arbre national des Émirats Arabes Unis, le GAF. L'objectif de l'initiative était de sensibiliser les élèves et les adultes à l'importance des énergies renouvelables et du développement durable. Les lanternes construites par les élèves de 2 écoles des Émirats Arabes Unis seront ensuite distribuées aux ménages des villages des Philippines qui n'ont pas accès à l'électricité. Voilà qui met fin à ce journal Le Monde aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je remercie l'équipe de production et aussi la réalisation. Et continuez-vous de nous suivre sur VOA Afrique, voaafrique.com et également sur nos réseaux sociaux. Excellente suite de programmes sur VOA Afrique et bonne soirée.